Vous savez que certains médecins, dès les années 70, ont tenté de contourner l'obstacle de la stérilité humaine. Et ils ont élaboré des techniques de substitution aux relations conjugales et aux premières étapes de la gestation. Et c'est ainsi que sont apparues les différentes formes d'insémination artificielle et de fécondation artificielle. Et puis dans certains cas, les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovocytes chez la femme étant inexistants, eh bien, les techniciens sont sortis même du cadre du couple marié et ont fait appel à des donneurs étrangers. Et à propos de ces nouvelles pratiques de substitution, eh bien, le magistère de l'Église a opéré en fait un discernement délicat qui a pris plus de 7 ans et puis qui a donné évidemment cette magnifique instruction Donum Vitae en 1987, menée de bout en bout par le cardinal Joseph Ratzinger. Et vous savez que récemment, l'instruction Dignitas Personae a confirmé le jugement de l'Église sur l'assistance médicale à la procréation. Si donner la vie à un enfant est pour les époux l'objet d'un désir légitime, la procréation humaine doit demeurer, je cite, un acte personnel du couple homme-femme qui n'admet aucune forme de délégation substitutive. Et 2 axes fondamentaux structurent le discernement moral qui est proposé par Dignitas Personae: la reconnaissance inconditionnelle de la dignité de la personne à tout être humain depuis sa conception, et deuxièmement, la dignité inviolable du mariage et de la famille qui constitue le contexte authentique où la vie humaine trouve son origine. Or, c'est ce second critère, souvent, notamment lorsqu'on l'applique à l'assistance médicale à la procréation, je dirais AMP maintenant, pour aller plus vite, homologue, c'est-à-dire au sein du couple, qui fait toujours débat. Vous savez, quand Dignitas Personae est sorti, a été publié en décembre dernier, il y a eu encore des articles pour dénoncer l'obscurantisme, entre guillemets, du magistère, va pour la condamnation des mères porteuses, pour le diagnostic préimplantatoire, pour le clonage. Mais comment l'Église peut-elle encore s'opposer à l'AMP au sein du couple? S'obstiner à en condamner le principe, n'est-ce pas se disqualifier irrémédiablement dans notre discours sur la bioéthique? Si on examine de plus près les tenants et les aboutissants de la fécondation artificielle telle qu'elle se pratique en France, et dans tous les pays d'ailleurs, force est pourtant de constater que la réflexion éthique et anthropologique conduite par l'Église depuis plus de 20 ans sonne très juste. L'instruction Dignitas Personae rappelle qu'en matière d'infertilité, les nouvelles technologies doivent respecter 3 valeurs fondamentales. Le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain dès sa conception, l'unité du mariage, qui implique le droit des conjoints à devenir père et mère seulement l'un par l'autre, et les valeurs spécifiquement humaines de la sexualité, qui exige que la procréation d'une personne humaine soit toujours le fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Eh bien, il est manifeste que l'AMP manipule l'acte conjugal de telle sorte qu'il n'exprime en fait que sa dimension purement biologique, excluant le langage des corps et l'union affective et spirituelle des époux. La procréation est amputée non pas des mécanismes reproductifs, lesquels, eux, sont récupérés par la technique, mais de la communion interpersonnelle conjugale et de son expression corporelle. On substitue la technique au geste des corps, ce qui aboutit à une dégradation de la signification plénière de la procréation humaine. Et ce que l'on savait, pour ainsi dire, anthropologiquement, grâce au magistère, est aujourd'hui corroboré sur le plan même psychologique. Et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été menée par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et donc ce sont des sociologues qui sont allés dans des centres de fécondation in vitro et qui ont interrogé le vécu des couples. Et ils ont montré la médicalisation à outrance de la procréation
qui confirme finalement indirectement, 20 ans après, l'analyse du magistère. D'après les auteurs, l'équipe biomédicale semble en effet régir et exercer une emprise très forte sur l'homme et la femme en s'immisçant dans leur intimité conjugale. Un des chapitres de l'ouvrage explore l'un des tabous de la médecine reproductive aujourd'hui, qui est le recueil du sperme en laboratoire. Et après enquête, les auteurs écrivent, je vais être cru, mais c'est ce qu'ils écrivent, « La masturbation est devenue la pratique emblématique du dispositif médical de l'AMP en France. » Et je cite encore, « Les propos des hommes qui ont participé à nos entretiens rendent compte d'un sentiment d'intimité dépouillée. L'instrumentalisation de l'usager permet à la biomédecine de désacraliser l'activité sexuelle, dans le but de l'accomplissement d'une procréation par voie non sexuelle. » Vous voyez, ce sont des chercheurs qui n'ont rien de catholique et qui arrivent presque, aux mêmes conclusions. L'étude investigue d'ailleurs avec précision l'envers du décor, les magazines pornographiques dans la cabine du laboratoire, le devoir de recueillir son sperme sous le regard de l'institution médicale pendant que l'infirmière et les autres hommes attendent dans la salle d'attente. Les sociologues parlent d'une activité sexuelle transgressive, non conjugale et non reproductive. Ils ont interrogé également les épouses. Je cite, « Je ne supporte plus l'idée de faire un bébé avec du sperme, car depuis longtemps, je n'ai plus le sentiment de faire un bébé avec mon mari. L'homme, dans la fécondation in vitro, est réduit à l'état de sperme, à tel point que j'ai l'impression étrange et désagréable de fabriquer un bébé avec le médecin plutôt qu'avec mon compagnon. » Les femmes vivent très mal cette mainmise sur leur féminité, évoquant une dépersonnalisation de leur corps, manipulé comme un objet par les médecins, qui n'est plus considéré que sous l'angle d'une machine à produire des ovocytes. Et les auteurs vont jusqu'à émettre cette explication pour rendre compte de la souffrance des couples qui sont pris dans cet engrenage des fécondations in vitro. La déshumanisation pourrait correspondre à la disparition de l'acte amoureux. Donc vous voyez, même si les conjoints n'osent pas toujours se le dire à eux-mêmes, cette substitution les blesse profondément. Leur intimité conjugale leur est en quelque sorte confisquée pour un temps. Leur paternité et leur maternité sont transférées à des hommes et des femmes en blouse blanche. Alors bien sûr, l'enfant qui en résultera, si l'opération réussit, sera digne comme tout enfant et comblera ce couple, bien sûr. Il n'en reste pas moins vrai que le moment de la conception de cet enfant est objectivement marqué par une certaine violence. Et finalement, les hommes et les femmes interrogés perçoivent de façon plus ou moins vive qu'une telle conception artificielle n'est pas bonne pour l'enfant lui-même. C'est ici qu'apparaît une divergence majeure entre le discernement de l'Église et celui d'une partie importante de la culture occidentale actuelle. Selon le discernement de l'Église, en effet, comme l'a rappelé le Père Bernard, le seul moyen qui convient à la conception d'une nouvelle personne, si on peut utiliser le terme de moyen, c'est la donation amoureuse réciproque des époux, dans la totalité de ce qu'ils sont. Leur relation conjugale est en quelque sorte non délégable, non substituable. Et cette insuffisance sur le plan éthique redouble évidemment lorsque le matériel génétique est apporté par quelqu'un d'extérieur au couple. Alors là, on parle de fécondation artificielle hétérologue. Dans ce cas, on a un donneur étranger qui fait intrusion, de façon anonyme encore, mais le gouvernement veut lever l'anonymat des donneurs de spermatozoïdes ou d'ovocytes. Mais ce donneur étranger va blesser l'unité du mariage, déjà fortement blessé par tous les actes de fécondation in vitro. Et d'ailleurs, certains juristes témoignent de l'augmentation des divorces à l'issue de parcours d'AMP. Le couple est tellement, la violence de ces techniques est tellement forte à leur égard qu'en cas d'échec, ou même si ça marche,
ces couples-là souvent divorcent. Et alors quand il y a un donneur étranger, c'est encore pire, puisque souvent le père, par exemple, si ce n'est pas le vrai père, dira ben moi je m'en vais parce que de toute façon c'est pas mon enfant, ou vice-versa, si c'est la mère qui veut divorcer, dira ben, de toute façon tu n'es même pas le père de cet enfant, etc. Vous voyez, une accumulation de dérives, de transgressions, et chaque mal appelle un autre mal, et vous voyez que même le divorce et assistance médicale à la procréation sont liés entre eux. On voit donc que la norme éthique dégagée par le magistère n'est pas là pour s'imposer de manière extérieure, contrainte sur la vie des époux, mais elle est plutôt la condition intérieure de l'authenticité de leur vie conjugale. Elle vise à sauvegarder la richesse et la spécificité de la sexualité de la procréation humaine. Et bien, passer outre, c'est susciter justement tous ces dégâts qui sont aujourd'hui étudiés avec précision et qui étaient annoncés dans Donum Vitae 20 ans avant. Ce qui prouve a posteriori que le critère d'une procréation responsable n'est pas d'abord de nature confessionnelle, entre guillemets, mais vraiment s'appuie sur la loi naturelle. Et Dignitas Personae rappelle, en citant Benoît XVI, que la transmission de la vie est inscrite dans la nature et ces lois demeurent comme une norme non écrite à laquelle tous doivent se référer. Et d'ailleurs, la procédure est si rebutante que plus de 40% des couples en France abandonnent après 1 ou 2 tentatives infructueuses. Et l'Institut national d'études démographiques montre justement à ce propos le mensonge médiatique, la césure formidable qui existe entre l'illusion de toute puissance de la médecine, largement relayée par les médias, et l'échec qui est en fait la règle générale des fécondations in vitro, le taux d'insuccès tournant autour de 80-85%. Et paradoxalement, l'abandon du processus, souvent la demande du mari, représente un soulagement pour le couple et singulièrement pour la femme qui se sent enfin rassurée sur sa vocation. Et les auteurs disent que même l'éventualité de l'adoption peut être alors investie avec sérieux par des époux qui l'intègrent maintenant comme un choix réfléchi. D'autre part, la logique de l'AMP, même classique au sein du couple, pervertit, entame irrémédiablement le respect de la dignité de l'être humain. Parce que souvent, on a un peu dans notre imaginaire cette idée on fabrique un embryon dans un laboratoire et puis ça donne la vie, c'est merveilleux. Ça ne se passe jamais comme cela. La liste des atteintes dont l'enfant embryonnaire est la victime est à vrai dire impressionnante. Car avec l'AMP, qu'on le veuille ou non, on entre dans un rapport de domination entre le ou les sujets producteurs et l'objet produit. Ce que disait Pierre Simon, on est dans une logique de production. C'est toute la relation à l'enfant qui est changée. Il n'est plus un don, mais un dû. Et de manière consciente ou non, les parents exigent que les techniciens satisfassent ce renversement et ce désir de production d'un enfant conforme aux désirs des uns et des autres. Dignitas Personae rappelle une donnée technique toute simple. Compte tenu du rapport entre le nombre total d'embryons produits et ceux effectivement nés, le nombre d'embryons sacrifiés reste très élevé. En fait, les meilleurs chiffres dans le monde montrent qu'il y a une perte de 80% des embryons dans une fécondation in vitro, même avec les meilleures équipes. Et finalement, tout le monde tolère cette hécatombe comme le prix à payer pour obtenir de bons résultats, entre guillemets. Dignitas Personae dit que le rendement reproductif justifie le traitement purement instrumental des embryons. Et sans même parler du tri sélectif des embryons par diagnostic préimplantatoire, c'est une technique d'ailleurs qui n'a pu que surgir avec les fécondations in vitro. Vous savez que Jacques Testard, qui est l'inventeur en France des premières fécondations in vitro, qui est le père, entre guillemets, d'Amandine, a tout de suite, après, a pris du recul et a condamné le diagnostic préimplantatoire en disant que, appliqué à tous ces processus, on pouvait comme ça sélectionner de manière eugénique tous les enfants. Mais même sans diagnostic préimplantatoire,
les techniciens de fécondation artificielle classent les embryons en 4 types, et ils ne gardent que les plus vigoureux. Donc c'est comme intrinsèquement que la fécondation in vitro a été eugéniste dès le début, en gardant que les embryons qui ont, je cite, un bel aspect au microscope. Et vous savez que maintenant, les embryons jugés défectueux par le décret du 6 février 2006 peuvent être livrés aux chercheurs pour en faire l'objet de recherches. Une autre dérive qui est un véritable scandale, c'est l'inflation du nombre d'embryons congelés. Dignitas Personae, au numéro 18, parle de la mise en place d'un système de cryoconservation des embryons avec des banques de plusieurs milliers d'embryons congelés dans presque tous les pays où est pratiquée la fécondation in vitro. La justification, au départ, c'était pour ne pas répéter les prélèvements d'ovocytes chez la femme, on opère un prélèvement unique de nombreux ovocytes après hyperstimulation ovarienne et l'on féconde tous les ovocytes. On obtient un large panel d'embryons, c'est comme ça qu'on peut les classer. On donne à la science donc ceux qui sont de mauvaise qualité et on congèle tous les autres. Et le dernier chiffre dont on dispose, c'est 176 500 embryons congelés en France, avec une augmentation de 25% sur la dernière année. Et quand Jean Leonetti, le rapporteur de la loi bioéthique, est venu dans le diocèse de Toulon, on lui a fait part de ces chiffres qu'il connaissait, mais en lui demandant de vraiment, à l'occasion des États généraux de la bioéthique, de se pencher sur cet emballement inacceptable du système, dont tout porte à croire qu'en fait, plus personne ne peut le réguler. D'autant que le vécu douloureux des parents, là encore, vient appuyer tout ce que disait le magistère depuis de nombreuses années. Il y a un article du Figaro, notamment, intitulé « Des parents face aux difficiles problèmes du sort des embryons congelés », révélait pour la première fois la souffrance de ses parents. Alors, par exemple, c'est le cas de Nathalie et Eric, parents de jumeaux après une FIV en 2003, à qui il reste 24 mois avant l'échéance des 5 ans. Vous savez qu'au bout de 5 ans, il faut dire ce qu'on fait de ces embryons. Et la maman dit « Cela me pèse énormément. Elle exclut la possibilité d'avoir un autre enfant, mais j'ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne sais pas quelle décision prendre. C'est l'aboutissement de notre combat pour fonder une famille, entre guillemets. Après avoir voulu plus que tous ces enfants, est-ce qu'on devrait casser le reste des œufs en omelette ?» dit le papa. Et un autre père dit « Si je donne ces embryons à la science, c'est comme si je signais l'arrêt de mort de mes enfants. » Et il y a de plus en plus de témoignages, plus ou moins maladroits, plus ou moins vrais, qui là aussi pourraient faire réfléchir le législateur devant ce système de congélation de milliers d'êtres humains. Et Dignitas Personae a dénoncé fermement justement ce système. Elle a rappelé que on ne pouvait pas utiliser la solution de ce qu'on appelle l'adoption prénatale. Ça aboutirait à de nombreux problèmes que je n'ai pas le temps de développer ici, en concluant que finalement ces milliers d'embryons en état d'abandon traduisent une situation d'injustice qui est de fait irréparable. C'est-à-dire que l'homme est capable, en transgressant à chaque fois, d'aboutir à des situations où il n'y a pas de solution pour en sortir. Et Donum Vitae avait déjà dit que cette congélation des embryons les expose à de graves dangers de mort, à des altérations de leur intégrité physique, ainsi que le montre le pourcentage élevé qui ne survit pas à la technique de congélation. Elle les prive de l'accueil maternel et les place dans une situation qui les expose à des atteintes et des manipulations ultérieures. Et Dignitas Personae reprend le cri de Jean-Paul II qui avait lancé un appel à la conscience des responsables du monde scientifique, du monde entier, et de façon particulière aux médecins, pour que soit arrêtée cette production d'embryons. Évidemment, c'est sur le mécanisme des fécondations in vitro qu'a pu, là aussi, prospérer toutes les recherches sur l'embryon. Puisqu'en 1994, quand la France décide d'autoriser la congélation des embryons, à l'époque, plusieurs experts catholiques avaient dit « mais
Pourquoi faites-vous cela alors que l'Allemagne et l'Italie l'interdisent? Dans plusieurs années, vous aurez des stocks d'embryons sur lesquels vous voudrez expérimenter et on aura de nouveau une nouvelle transgression. Et c'est ce qui s'est passé avec la loi de 2004 qui fait que les couples maintenant peuvent consentir à donner leurs enfants à l'état embryonnaire à la science. Si bien que l'assistance médicale à la procréation est devenue le premier fournisseur de matières premières embryonnaires pour les chercheurs qui en font la demande auprès de l'Agence de la biomédecine française. Et on a même l'impression d'un certain chantage qui s'exerce sur les parents en disant, ben voilà, vous voulez bénéficier d'une fécondation in vitro, la sécurité sociale vous rembourse, mais vos embryons en trop, eh bien, sachez que vous pouvez les donner à la science. La science vous aide, mais en retour, versez votre tribut en quelque sorte, qui est de donner ces embryons à la science. En sachant que sur le chiffre que je vous ai donné, 52% de ces embryons, des 176 500, ne font plus, comme on dit, l'objet d'un projet parental. Il y a aussi une injustice, j'ai pensé juste hier, en essayant de calculer les chiffres, c'est très difficile de savoir combien coûte tout ce système à la solidarité nationale. Et donc en passant par une équipe en interrogeant des techniciens de laboratoire, 20 000 enfants naissent à peu près de cette manière en France chaque année, ce qui fait à peu près 12 000 € l'enfant, si on compte tous les coûts donc afférents à ces techniques, en sachant que c'est pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Or, un couple qui veut adopter, on sait que c'est très contraignant financièrement, il n'aura aucune aide de l'État. Alors qu'il fait le bien pour un orphelin, etc., et il n'a aucune aide de l'État. Et même sur le plan éthique, peut-on finalement parler en toute rigueur d'assistance médicale à la procréation, lorsqu'en fait les techniques employées ne soignent aucunement la stérilité, mais se contentent de la court-circuiter, pour aboutir à une conception humaine d'une façon qui n'a rien à voir avec celle de l'union entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que la médecine assiste en fait? En aucun cas la fonction procréatrice, puisque les médecins ne cherchent même pas à comprendre les mécanismes pathologiques sous-jacents. Ils assistent tout simplement le projet parental. Et mieux encore, n'est-ce pas l'homme et la femme qui assistent l'équipe médicale en lui fournissant le matériel biologique requis? Les gestes techniques se réalisent en dehors du corps des époux et c'est leur dextérité qui détermine in fine l'efficacité de la procédure. L'acteur principal, c'est le médecin, qui joue le rôle essentiel de l'opération. On lui demande de constituer un panel d'embryons à partir de gamètes. Les parents fabriquent les cellules sexuelles et les médecins fabriquent les embryons. Est-ce que cette opération est de nature thérapeutique ou médicale? Aucunement. Nous sommes dans le champ de l'ingénierie biotechnique, si bien qu'au lieu d'assistance médicale à la procréation, on devrait parler de production d'embryons. Il s'agit seulement d'un acte technique qui requiert du matériel biologique, les gamètes, et du matériel idéologique, le projet parental. Et le projet parental, d'ailleurs, fluctue, puisque les parents peuvent passer d'un grand désir d'enfant, entre guillemets, à l'abandon de ces embryons. Très rapidement, en quelques mois, ils peuvent, sur un simple formulaire, signer l'abandon de ces embryons. Et l'Église ne rejette pas les techniques d'AMP parce qu'elles seraient artificielles, comme certains des fois le disent. Au contraire, elle demande à ce que la médecine ne s'avoue pas vaincue et ne baisse pas si facilement les bras devant la stérilité humaine. Au numéro 13, Dignitas Personae écrit « Les techniques visant à l'élimination des obstacles à la fécondité naturelle, tels que le traitement hormonal de l'infertilité d'origine ovarienne, le traitement chirurgical de l'endométriose, la désobstruction des trompes, la restauration microchirurgicale de leur perméabilité sont quant à elles licites. Elles peuvent être considérées comme de véritables thérapies dans la mesure où, une fois résolu le problème qui est à l'origine de la stérilité,
le couple peut accomplir les actes matrimoniaux dans le but de la procréation. Donc l'Église promeut l'aide aux couples pour les aider à concevoir leur enfant, mais pas à tout prix, pas au prix de la santé de la mère, de la relation du couple et surtout de la destruction des embryons et de la dévalorisation de la personne de l'enfant à naître. Sur ce point de la technique, dans la dernière encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, vous avez tout un chapitre sur la technique, justement, qui montre bien que l'Église n'est pas technophobe, mais au contraire, je cite, « La technique est une réalité profondément humaine, liée à l'autonomie et à la liberté de l'homme. Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l'esprit sur la matière. La technique s'inscrit dans la mission de cultiver et de garder la terre que Dieu a confiée à l'homme. En revanche, ce que dit Benoît XVI, née de la créativité humaine comme instrument de la liberté de la personne, cette technique peut être comprise parfois comme un élément de liberté absolue, une liberté qui veut s'affranchir des limites que les choses portent en elles-mêmes. » Vous voyez, le problème, ce n'est pas que la fécondation in vitro soit technique, mais bien qu'elle blesse et qu'elle pervertit la sexualité humaine. Après, vraiment, l'Église promeut toutes les recherches à l'heure actuelle pour pallier la stérilité dans le but de rétablir la fertilité humaine. D'autant que Dignitas Personae, toujours au numéro 13, explique une partie non négligeable des cas d'infécondité qui se présentent aujourd'hui aux médecins, chez la femme comme chez l'homme, pourrait être évitée si la vertu de chasteté était vécue plus fidèlement, si les sujets adoptaient un style de vie plus sain et si les facteurs de risque au niveau professionnel, alimentaire, pharmacologique et écologique étaient éliminés. Alors, deux exemples. Dans l'éducation, entre guillemets, sexuelle des adolescents aujourd'hui, telle qu'elle est faite par l'éducation nationale, par exemple, qui leur disent qu'ils peuvent avoir des relations préconjugales sans problème, il y a de plus en plus des infections à une bactérie qui s'appelle chlamydier, la bactérie chlamydier, et qui augmente les stérilités humaines, justement. C'est-à-dire que le manque de chasteté à l'adolescence fait que les couples, quand ils sont qu'ils ont un projet, entre guillemets, d'enfant, eh bien, se retrouvent stériles, parce qu'ils ont manqué la vertu de chasteté dans leur plus jeune âge. Et sur l'écologie, là aussi, c'est le professeur Castelvi, qui est le président de la Fédération internationale des médecins catholiques, qui expliquait que le rejet massif des contraceptifs hormonaux dans l'environnement, dans les eaux usées, qu'on retrouve dans la nature et qui après se retrouve dans les aliments, etc., augmentait l'infertilité masculine. Vous voyez, donc toutes les transgressions humaines s'appellent l'une l'autre. Enfin, dernier point, on peut même parler de stérilité sociale, souvent. C'est-à-dire qu'un nombre de plus en plus élevé de femmes investissent les services de procréation médicalement assistée simplement parce qu'elles ont trop attendu pour privilégier leur carrière, etc. Elles attendent trop longtemps, leur fertilité a baissé. Et vous avez vu que la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, veut augmenter la limite d'âge des fécondations in vitro à plus de 43 ans en France pour permettre aux femmes d'avoir leur vie normale pendant plusieurs années et puis après de bénéficier des fécondations in vitro alors qu'elles sont infertiles, non pas parce qu'elles étaient stériles, mais parce qu'elles ont trop attendu. Donc on arrive à le simple bon sens pourrait se révolter devant ces raisonnements. Finalement, pour conclure, les perspectives que trace l'Église depuis plusieurs années à propos de l'assistance médicale à la procréation sont tout sauf irréalistes. Patiemment, le magistère explore les problématiques bioéthiques avec précision, développe une argumentation d'un très haut niveau éthique, confirmée qui plus est maintenant par de nombreuses études.
Loin d'être étriquées, les conclusions que ce magistère nous offre veulent servir véritablement le bonheur des hommes et les femmes de notre époque. Alors merci à Pierre-Olivier. Je dirais simplement que ce matin est sortie une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi au sujet de l'affaire de Récif. Et Pierre-Olivier a répondu courageusement dans Liberté politique, puisqu'on lui a demandé de donner une réponse sur un sujet très difficile, très contesté, et la Congrégation de la doctrine de la foi a donné la même réponse que Pierre-Olivier. Et donc la Congrégation de la doctrine de la foi donnait pleinement raison à l'évêque de Récif, contrairement à ce que les médias ont dit en France et dans le monde entier. Pour dire il n'y a pas de cas où on peut dire que l'avortement est acceptable, puisqu'on n'était pas dans un cas d'urgence, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Et merci à Pierre-Olivier d'avoir eu le courage de le dire il y a 15 jours dans Liberté politique.